Alors, quand j'ai accepté de faire ce petit topo sur le temps, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un thème aussi vaste. En effet, les écrits qui parlent du temps se définissent plutôt comme le temps de l'adolescence, le temps de l'interprétation, le temps de la vieillesse, etc. Alors que le thème du temps en général, le temps en général, se retrouve quasiment partout dans tous les domaines, dans tous les travaux, dans toutes les approches. Ça indique à quel point il s'agit sans doute à la fois d'une question délicate et non résolue. On pourrait presque dire que tout le monde s'y est affronté. Philosophie, en histoire, en préhistoire et en archéologie évidemment, les religions, la sociologie et même depuis quelques années, quelques dizaines d'années, la physique quantique. Sans parler évidemment de la psychanalyse qui est au cœur de notre colloque. Du coup, par quel côté prendre la chose, de quelle façon entrer dans ce sujet? Je me le demandais bien et finalement, une des voies possibles, c'était l'idée suivante. Dans la vie de chacun, à travers les âges, les changements, les aléas, et quel que soit le niveau social ou le type de civilisation, seules deux certitudes absolues subsistent et sont incontournables pour toute personne. La première, c'est évidemment « je vais mourir un jour ». Et la deuxième, à laquelle on ne pense pas forcément immédiatement, c'est « ce sera dans le futur ». Alors, donc, c'est contre ces deux certitudes, il faudra bien que je meure et ce sera dans le futur, que vont s'établir des mécanismes de défense, qui porteront donc soit sur une négation de la mort, soit sur une maîtrise du futur, maîtrise supposée, destinée à empêcher l'inévitable. Donc, ça sera la première partie de mon exposé, le temps à la lumière de l'approche sociologique et de l'approche scientifique. Dans la deuxième partie, je me pencherai plus spécialement sur le temps en psychanalyse. Alors, dans cette première partie, il est question de la négation de la mort. En fait, la négation de la mort se retrouve dans toutes les cultures, particulièrement sous la forme des croyances religieuses. Mais de toute façon, même sans religion, il existe couramment la croyance en un au-delà, la mort n'étant qu'un passage d'un monde à un autre. Elle a rejoint un monde meilleur. Il nous a quittés. Le paradis, la vie éternelle, la renaissance, la métempsychose, les 70 vierges qui nous attendent là-haut, etc. Un écrivain catholique très connu en son temps, Daniel Robs, c'était un académicien d'ailleurs, a écrit un livre dont vous avez peut-être le titre à l'esprit, « Mort, où est ta victoire ?» Donc on voit bien cette tentative de dire que la mort n'existe pas. Il y a une vie après une autre vie. Mais rien de nouveau sous le soleil, puisque les Égyptiens prenaient soin de mettre autour du mort tout ce qui lui serait nécessaire dans la vie d'après. De la nourriture, des armes, etc. Et, bien avant eux, on a retrouvé des sépultures remontant au néolithique moyen, environ 3500 ans avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 5000 ans, des sépultures dans lesquelles les squelettes avaient auprès d'eux un viatique pour la vie d'après, des bols alimentaires, une hache polie, des poinçons en os et des pics en bois de cerf. À ce propos, il est bon de se rappeler que les femmes et les hommes de cette époque, c'étaient des homo sapiens, exactement semblables à nous-mêmes, et non pas ces espèces d'hommes préhistoriques couverts de poils et arriérés qu'on voit dans les bandes dessinées. Bref, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'être humain lutte contre la perspective de sa mort à venir. Et il serait facile de lister toutes les croyances que nous développons ou dont nous avons besoin face à cette idée bien encombrante de notre mort.
La version la plus récente et d'une certaine manière un peu risible, c'est celle des geeks informatiques de Californie qui font des recherches pour réussir, disent-ils eux aussi comme l'écrivain catholique, réussir à vaincre la mort. On peut espérer au moins que leur recherche un peu folle débouchera en tout cas sur des progrès concernant notre longévité. À noter d'ailleurs à propos de longévité qu'on parle toujours de l'espérance de vie, terme qui signifie en réalité l'âge moyen de la mort. Il vaut mieux espérer vivre que réfléchir à l'âge de sa mort. Mais il est vrai que le langage euphémise un petit peu tout dans ce domaine, et par exemple, actuellement il indique que les vieux ne sont plus des vieux, ce sont des seniors. Voilà, alors donc après les questions les tentatives de négation de la mort, qui portent sur une des deux certitudes, il y a l'autre certitude, celle du futur, qu'il s'agirait de prédire et de maîtriser. Alors je vais vous parler de l'anthropologue américain Edward Hall. Vous connaissez certainement La dimension cachée, comme s'intitule son livre, la proxémie. Vous avez appris ça dans les cours. Suivant laquelle de nombreux comportements interactionnels concernant la distance physique, la façon de regarder l'autre, la manière de gérer son haleine quand on lui parle, etc., etc. Il y a plein de comportements qui nous semblent des façons de faire naturelles, alors même qu'elles sont complètement culturelles. On ne perçoit pas que cette dimension cachée oriente nos comportements sans qu'on en prenne conscience. D'où bien sûr des incompréhensions et des malentendus quand l'interlocuteur, lui, n'est pas orienté, à son insu, par les mêmes règles culturelles que soi-même. Bon, vous connaissez sans doute, et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais peut-être vous connaissez moins son travail sur la gestion du temps, sur la danse de la vie, comme s'intitule ce livre. En effet, tout ce qui nous paraît naturel à propos du temps dans les relations avec les autres, le rythme, l'exactitude, les détails de mise en œuvre, le choix du moment, le respect de l'heure, etc., tout ça, c'est en réalité sous-tendu par un rapport invisible avec la survie et la mort. Je m'explique. Pour lui, il y a ce qu'il appelle les monochrones. Chrone, C-H-R-O-N-E, de chronos. Les monochrones et les polychrones. Les monochrones, c'est qui? Les monochrones, c'est nous. Dans les pays où la survie est assurée, les monochrones élaborent diverses ruses pour occulter la mort en se concentrant sur l'avenir. Le temps est compté, nommé, linéaire, la jeunesse est valorisée et la vieillesse éclipsée, il y a la chirurgie esthétique, il y a les montres qui ont une valeur importante, si ta pote a Rolex à 50 ans, etc. Le temps, c'est de l'argent, dit aussi un proverbe. Avec l'idée, si on maîtrise l'argent, on maîtrise le temps, imaginairement. Donc, le monochrone fait une chose à la fois, suivant un timing précis, des procédures à suivre, et le facteur humain, avec ses aléas, est soumis à cet ensemble rigoureux, à cet agenda ferme et clair. L'exigence de ponctualité qui est la nôtre traduit secrètement une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, je veux gérer le temps, le contrôler, être sûr que les choses arriveront comme j'ai prévu qu'elles arrivent, et donc d'une certaine manière, je suis en sécurité concernant cette idée de mort qui pourrait arriver. D'autant plus que je suis dans un pays où la survie est assurée. Assurée relativement. Les polychrones, eux, se trouvent dans des pays ou des cultures qui sont plus ou moins livrés au risque de la mort inattendue. Du coup,
Puisque la survie à long terme est incertaine, comment et pourquoi prévoir? Ce qui fait que les absences, les retards fréquents sont justifiés par tel ou tel événement s'est produit qui m'a empêché d'être là à l'heure convenue. Exemple, un entrepreneur apprend une naissance et doit donc partir puisque l'événement est là, maintenant. Alors son chantier est arrêté et il peut attendre. Le temps étant perçu comme non contrôlable, tant d'événements peuvent survenir. Confère le fameux Inch'Allah. Le polychrone peut par conséquent faire plusieurs choses à la fois, sans horaire ni programme imposé, avec un timing qui peut changer, une organisation très décentralisée et le facteur humain reste dominant pour lui. Comme avec la question de la proxémie, cette façon différente de concevoir le temps peut susciter bien des malentendus et des conflits, vous vous en doutez. Quand ces deux conceptions du temps doivent collaborer, ça va être plutôt coton. Et vous connaissez le proverbe africain, vous avez la montre et nous avons le temps. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans notre monde monochronique, lorsqu'un monochrone est déstabilisé dans son plan de survie, y compris survie psychique, par exemple un deuil, une rupture amoureuse, un décès, un licenciement, il est déstabilisé et il devient alors polychrone dans ses comportements. Il traite les événements au fur et à mesure que ceux-ci se présentent. Du coup, retard, absence prennent alors moins d'importance. J'avais un rendez-vous en visio, mais tel ou tel événement s'est passé, j'y vais pas. La mort est là, en filigrane. Alors, je vais vous citer Louis-Vincent Thomas, qui était un universitaire bien connu pour ses livres sur la mort. Il a écrit des gros pavés, j'en ai un d'ailleurs. Alors, je cite. « Toute société repose sur un pari d'immortalité. Ce qu'on nomme culture n'est rien d'autre qu'un ensemble organisé de valeurs et de structures que la société s'invente pour s'affirmer malgré la mort et contre la mort. » Fin de citation. Vous comprenez le titre de mon exposé, « Comment ça, pas immortel ?» alors que tout est basé pour essayer de lutter contre cette idée. Vous voyez donc que la gestion du temps représente généralement, en toute inconscience, une façon d'occulter la mort. Mais bon, il n'y a pas à se critiquer ou à se flageller avec ça. Il faut dire à notre décharge qu'une part importante de notre psychisme, l'inconscient, se situe en dehors du temps. On y reviendra parce que c'est aussi choquant que les idées de la physique quantique concernant le temps. Je vais faire des parallèles. Aussi bien Einstein que Freud, à peu près à la même époque, ont bousculé notre vision du monde habituel, entre autres sur le temps. Einstein a publié sa fameuse thèse sur la relativité générale en 1915. Pour lui et pour ses successeurs, le temps, c'est une matière qui ne s'écoule pas de la même manière suivant son emplacement et suivant la vitesse. Il ne s'écoule pas de la même manière si on est en haut d'une montagne ou si on est en bas au sol. Il est ralenti en effet par les masses, et la Terre est une masse importante. Le temps est aussi ralenti par la vitesse. Tout ça, ça a pu être prouvé expérimentalement. Une horloge en vol dans un avion rapide retarde par rapport à une horloge identique restée au sol. Bref, le temps est différent pour chaque point de l'espace en fonction des deux vecteurs de la célèbre équation E égale mc2, dans laquelle m, c'est la masse, et c, c'est la vitesse. C comme cinétique. M et C ont une influence considérable et démontrent que le temps est une matière totalement variable, suivant l'emplacement dans l'espace et suivant sa vitesse.
Donc la physique quantique bouleverse complètement notre idée, quoi. Et dans une zone absolument infinitésimale, la physique quantique va jusqu'à postuler que le temps n'existe pas. Donc ça, c'était les bouleversements qui ont été amenés par Einstein. Or, Freud, quant à lui, écrit en cette même année 1915, la même année, je cite, « Les processus du système inconscient sont hors le temps, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ordonnés dans le temps, qu'ils ne changent pas avec lui, bref, qu'ils n'ont avec lui aucun rapport. Le rapport temporel est le fait du système conscient. » Fin de citation. Alors on verra que toute la cure psychanalytique tourne autour du transfert et par conséquent d'un redéploiement du temps. Dans la cure, c'est à la fois un reflet des représentations et des affects actuels, tout en étant du souvenir inconscient et donc du passé. Cette répétition du passé se joue dans le présent, sur cette nouvelle scène. On va y revenir. Mais je trouve intéressante la comparaison entre, d'un côté, la question de la matière noire, invisible, à propos de laquelle les astrophysiciens cherchent fébrilement ce qui la constitue, et d'un autre côté l'inconscient, individuel ou collectif, lui aussi invisible, non perceptible immédiatement lui non plus, à propos duquel il peut y avoir de vifs débats. Je vais vous parler un peu de ça. C'est quoi cette histoire de matière noire? Pour comprendre, il faut d'abord parler des particules élémentaires, qui sont les briques constituant toute la réalité matérielle. Ces particules élémentaires sont en nombre limité. Il y a quelques briques qui fabriquent, comme un Lego, toute la matière perceptible. Les électrons, les quarks, les photons, les gluons, s'ajoutent à cela les neutrinos et le boson de Higgs. Avec cela, on peut décrire toute la matière perceptible. Mais, nous dit Carlo Rovelli dans son livre « 7 brèves leçons de physique », que je vous recommande fortement. Les astronomes ont récemment observé, autour de chaque galaxie, les effets d'un grand halo de matière qui ne révèle son existence que par la force gravitationnelle, mais que nous n'arrivons pas à voir. Il y a donc quelque chose, mais quoi? Quelque chose qui n'est ni atome, ni photon, ni neutrino, mais que nous ne percevons pas. Une matière invisible, qu'à défaut de l'apercevoir, on nommera la matière noire. En somme, ce qui a permis la découverte et la recherche ensuite autour de cette question de la matière noire, ce n'est pas de l'apercevoir directement, puisqu'on ne la voit pas, mais ce sont des observations de comportement gravitationnel qui permettent de savoir qu'elle est là, même si on ne la connaissait pas et même si on ne la voit pas. Vous voyez où je veux en venir. Je pense que c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'inconscient, qu'on ne perçoit pas directement, mais dont on peut deviner la présence et l'effet dans nos comportements. En particulier, la compulsion de répétition, qui fait que notre vie est menée à notre insu par des schémas inconscients, schémas structurés précocement en nous, et responsables de notre ligne de vie tant que nous ne les avons pas reconnus et désamorcés. Et le transfert est lui-même une répétition du passé dans le présent. Donc vous voyez la comparaison entre la matière noire qui tracasse les astrophysiciens et l'inconscient qui hérisse le poil de beaucoup de gens. Einstein et Freud, en 1915. Et bien sûr, ça a été repris, travaillé par tous les suivants. Par exemple, sur la question du temps, cette matière étrange, aussi bien en physique quantique qu'en psychanalyse. Voilà une citation de Baudouin de La Haye dans la Revue belge de psychanalyse. Je cite. « Le temps atemporel de l'inconscient
ne peut être appréhendé comme tel, mais uniquement dans l'après-coup du temps intersubjectif de la cure avec l'apparition des rejetons de l'inconscient. Fin de citation. En somme, il a fallu une personnalité originale comme celle d'Einstein pour aboutir à des découvertes insoupçonnées concernant le monde de la matière et du temps. Il a fallu une personnalité originale comme celle de Freud pour aboutir à des découvertes concernant le psychisme humain. Tous deux ont ensuite permis un travail affiné par des psychanalystes ou des physiciens, travail affiné qui sera lui-même source de nouvelles découvertes et qui n'a pas toujours été du goût des créateurs, Einstein et Freud. Mais les deux ont d'abord été indispensables pour qu'on puisse penser autrement et le monde et le psychisme. Donc, après la première partie de mon exposé, passons au deuxième volet, le temps dans la cure psychanalytique. La cure psychanalytique requiert deux temps différents et emboîtés. Le temps monochrone, des heures et des jours de rendez-vous, fixés suivant un agenda clair et ferme. Et à l'intérieur même de ce temps monochrone de la séance, le temps polychrone qui va se déployer en tous sens, sans suivre un ordre précis, au fur et à mesure de ce qui va surgir. En fait, il s'agit d'établir une procédure qui permettra à l'inconscient atemporel de pouvoir apparaître dans le temps présent et donc de pouvoir être perçu, puis pouvoir être traité. Si l'on veut, et pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas psychanalystes, je dirais que la cure prend son sens de la manière suivante. Premièrement et tout d'abord, il y a donc le transfert, c'est-à-dire cette propension à répéter dans la relation avec le psy les bases invisibles, inconnues de la personne elle-même, sur lesquelles fonctionne sa personnalité. Le transfert est lié à une structure psychique atemporelle et non consciente. Et donc, comme ça ignore le temps, ça perdure inchangé. Comme ça ignore le temps, le bébé que j'ai été, l'enfant en bas âge que j'ai été, continue à exister inchangé mais oublié, et leurs expériences plus ou moins bonnes vont colorer à mon insu à la fois ma vision du monde, mes attentes, mes recherches, mon désir de sortir des traces ou des blessures traumatiques, etc. C'est là. Deuxièmement, on peut dire que le transfert, de toute façon, est déjà présent en filigrane invisible partout dans la vie de la personne. Les relations à soi, les relations à l'autre, au monde, etc. Mais ici, on trouve une procédure expérimentale permettant de le voir à l'œuvre. Et cette procédure permet et suppose en particulier que le psychanalyste puisse lui-même rester en contact avec son outil d'observation spécifique, le préconscient. Le préconscient est relativement indépendant d'une pensée liée au temps. Et donc, il est nécessaire, si on veut s'approcher de quelque chose qui est atemporel et qui commence à se dire. Troisièmement, la structure psychique atemporelle, l'inconscient, devient donc actualisée dans le présent et susceptible désormais, dans ce temps de la cure et de cette expérience intersubjective, de subir une mise à jour ou bien d'être reconnu comme obsolète. Une liberté de comportement en découle, plus axée désormais sur la créativité du présent que sur la compulsion de répétition du passé. Bon, c'est à gros traits, mais c'est pour donner une idée de pourquoi une psychanalyse a besoin d'être comme ça et à quoi ça amène. Alors, j'ai parlé du préconscient du psychanalyste comme outil d'observation spécifique. Voici ce qu'on pourrait en dire en gros, de quoi il est question. Le conscient, c'est la pensée habituelle,
consciente, organisée, structurée, rationnelle, argumentée, et située dans le temps. Le temps du moment actuel, avec l'attention, le temps passé, avec la mémoire, le temps futur, avec l'anticipation. C'est avec ce conscient que nous essayons de vivre et de nous situer dans ce temps qui semble s'écouler et nous mener de la naissance à la mort. Le conscient, c'est le temps. L'inconscient, c'est le hors-temps, comme je l'ai dit précédemment. Mais il continue à vivre là, invisible comme la matière noire des astrophysiciens. Invisible, mais ayant des effets qu'on peut observer. Et entre le conscient et l'inconscient, entre les deux, se situe le préconscient. Un espace transitionnel capable de mettre en forme des deux côtés, d'un côté ce qui s'agite dans l'inconscient et de l'autre côté ce que le conscient peut en dire. Comment il le met en forme? À travers des images, des sensations vagues, des intuitions mal formulées, etc. Donc il y a cet espace transitionnel qui peut toucher d'un côté, laisser venir à la frontière de l'inconscient, et toucher de l'autre côté, laisser venir à la frontière du conscient. Il s'agit d'une sorte de pierre de rosette psychique à 3 niveaux, conscient, préconscient, inconscient. Vous savez que la pierre de rosette a permis à Champollion de décrypter le sens des hiéroglyphes et de nous donner accès ainsi à l'extraordinaire richesse de la culture égyptienne, richesse totalement inconnue avant lui. Or, rappelez-vous l'image de la pierre de rosette. Cette pierre de rosette comprenait 3 niveaux. Le niveau des hiéroglyphes, le niveau intermédiaire de la langue démotique et le niveau de l'écriture grecque bien connue. Sans le démotique intermédiaire entre le texte grec et le texte hiéroglyphique, il aurait été impossible de décoder et de comprendre la langue et la culture de l'Égypte ancienne et de trouver à quel point cela avait été extraordinaire, cette culture. Eh bien, nous avons affaire à la même procédure en cure psychanalytique. Sans le préconscient, cet espace intérieur symbolisant, cette langue particulière à base d'images, de sensations vagues, d'intuitions mal formulées qui seront ensuite mises en forme, pas d'accès possible à la langue vernaculaire, la langue spécifique dont chacun de nous est porteur. Or, cette langue vernaculaire, ce langage inconscient du pays intérieur de chacun, c'est ce qui est révélateur de la spécificité personnelle qui oriente la vie de chaque individu, à son insu, qui oriente son destin. Donc vous voyez l'importance de cette pierre de rosette. Alors, ça va nous éclairer sur la façon de faire dans les interactions entre l'analyste et l'analysant. Bion, un psychanalyste anglais remarquable, qui s'est frotté aux cas les plus difficiles. Donc, du coup, son expérience est riche. Il nous donne cette prescription étrange. Il s'agirait pour le psy de se situer dans la séance, je cite, « sans mémoire et sans désir ». Autrement dit, sans passé ni futur. Comment c'est possible réellement, alors même que le thérapeute dispose de notes, se rappelle l'anamnèse du patient, donc le passé, et ressent le désir d'aider celui-ci au mieux, donc le futur. En fait, Bion, avec cette prescription, rejoint celle de Freud concernant la nécessité d'une attention flottante. Mais là encore, pourquoi faudrait ça, sans mémoire et sans désir? Et non seulement pourquoi, mais aussi comment on va pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la mise de côté des points de repère auxquels s'accroche habituellement la pensée concrète et sa recherche réfléchie, cette mise de côté va permettre de laisser émerger ce que Bion appelle la rêverie. Cette suspension de l'attention
orientés au profit de la rêverie amène chacun des deux à prendre le temps ou même à une sorte de hors-temps. On rêve ensemble, parfois silencieusement, par exemple, dans le silence. Le conscient lâche prise et le préconscient peut commencer à fonctionner à sa manière. En mettant de côté la mémoire et se rappeler qu'il y a eu tel et tel traumatisme, ainsi que le désir que ça aille mieux et qu'on fasse le mieux possible pour ce patient, en mettant de côté tout ça et en se laissant porter par la rêverie du moment, il y a quelque chose d'autre qui va pouvoir émerger, qui viendra beaucoup plus près de l'inconscient, puisqu'on s'approche alors de cette zone, de cette frontière avec la zone atemporelle, l'inconscient. Comment on doit faire pour cela? Eh bien, l'analyste choisit de se laisser porter par une certaine passivité réceptive, et du coup, il va percevoir plus aisément des images qui se forment en lui, des sensations physiques auxquelles il ne prêtait pas attention avant, et qui veulent lui dire quelque chose, des intuitions vagues, mais parfois fortes, et même du coup, éventuellement, se laisser construire une sorte de scénario reliant ces divers éléments, scénario qui l'amène au plus près de ce dont l'inconscient du patient est porteur à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau du préconscient, les deux psychismes se trouvent entremêlés. La résonance intérieure du psy, qui est dans cette ouverture passive, réceptive, mais en même temps attentive à ses propres images, impressions, sensations, cette résonance intérieure lui permettra de sentir plus vite et plus aisément ce qui cherche à émerger, ce qui a besoin d'être entendu, ce qui cherche à se dire sous le discours habituel. Pour comparer encore avec les astrophysiciens, vous voyez que j'aime bien ça, on pourrait dire qu'un télescope envoyé directement dans l'espace, comme le télescope James Webb qui a été envoyé ce 25 décembre 2021. Comme il a été envoyé directement dans l'espace, il verra infiniment plus de choses que les autres télescopes installés sur la Terre. Eh bien, le préconscient permettra de percevoir et de sentir plus à fond et plus rapidement, du fait de sa proximité avec l'inconscient, ce que le conscient, lui, aurait été obligé de déduire péniblement par la pensée concrète au cours de ces séances. Tout ça peut paraître un peu étrange aux non-initiés, à ceux qui ne connaissent pas vraiment l'expérience de la psychanalyse, et particulièrement de la psychanalyse rêve éveillé. Mais Bion l'a très bien expliqué avec le modèle du lien entre le bébé et la mère, et le mécanisme de ce qui se passait entre deux, appelé l'identification projective. Mécanisme qui permet à la mère de sentir intuitivement ce qui se passe pour son petit. Et comme on a tous été bébés, eh bien nous savons au fond de nous et dans nos interactions que le vécu de l'autre, même si lui-même ne le perçoit pas consciemment, nous envahit parfois comme si nous le ressentions à l'intérieur de nous. Alors encore plus, en séance, dans ce contexte particulier qui focalise le transfert et qui se positionne résolument dans l'ouverture à l'autre. Il n'est pas étonnant de constater à quel point l'un et l'autre des deux interlocuteurs se trouvent en interaction inconsciente. Ceci est un fait d'expérience. Ce n'est pas un truc imaginaire ou théorique, c'est un fait d'expérience que tous les psychanalystes présents connaissent, mais qui peut sembler un peu étonnant aux autres personnes de cette assemblée, particulièrement si vous êtes plutôt habitué aux thérapies cognitives ou à des choses comme ça. Ce dont je parle ici peut paraître un peu loin de cette pratique, mais même un thérapeute cognitif peut peut-être envisager qu'il y a là quelque chose à découvrir. En tout cas, cette question est importante et elle peut même présenter une petite difficulté pour les thérapeutes de notre école. Je m'explique. Celles et ceux parmi vous qui savent pratiquer aussi bien la TBSI, thérapie brève en face à face,
et la psychanalyse rêve éveillé, thérapie longue en divan. Eh bien, il faut qu'il se rappelle qu'il ne s'agit pas exactement du même positionnement. En particulier, parfois, lorsque le patient a commencé par une TBSI, puis s'est orienté ensuite sur une psychanalyse, le risque pour le thérapeute serait de rester trop longtemps sur un registre assez actif, qui se voit par le fait qu'on parle, qu'on échange, qu'il n'y a pas de silence, on reformule rapidement et tout. Bon, d'accord, c'est bien, c'est très bien. Mais en fait, progressivement, l'accès à la rêverie préconsciente s'impose en tant qu'espace de recherche différent. Il va falloir passer d'un rythme à un autre, d'un temps court et actif à un temps long et réceptif. Et ce n'est pas la même chose. Et ça peut être un peu difficile quand on a vu à quel point ça a été brillant, intéressant, efficace en TBSI. Ça peut être un peu difficile de se laisser porter par quelque chose qui va être beaucoup moins rapide, qui va être plus centré sur la rêverie intérieure, les images intérieures, sur des temps de silence où on laisse élaborer quelque chose entre nous, etc. Mais par contre, face au plaisir qu'il y avait à être très actif en TBSI et qui faisait sentir à quel point on était efficace, il y a un autre type de plaisir partagé dans une psychanalyse rêve éveillé, qui est celui de travailler sur les fondations du psychisme. Aussi bien celle du patient, bien sûr, plus importante, mais plus ou moins en annexe, même nous-mêmes en tant que psychanalystes, c'est aussi un travail sur nos propres fondations. Et du coup, ça devient passionnant. Aller travailler sur les fondations du psychisme humain, c'est un autre type de plaisir. Mais ce plaisir-là passe par l'utilisation de ce préconscient, et donc quelque chose qui est plus de l'ordre de la rêverie, de l'écoute tranquille, de ne surtout pas chercher trop vite à aller à ce que la personne aille mieux. Ce n'est pas du tout les mêmes objectifs qu'en TBSI, parce que là, on va vers du profond qui doit se mettre en forme, du atemporel inconscient qui doit réussir à devenir du présent perceptible et qui va pouvoir changer les données de base. En psychanalyse rêve éveillé, l'analysant dispose de deux accès symboliques à ce qui se trouve en lui. L'expérience du rêve éveillé, bien sûr, dont j'ai parlé dans quelques colloques et dont les vidéos sont sur YouTube, et l'expérience du partage éventuel des images préconscientes. Voilà ce que j'ai senti, voilà quelles étaient les images qui m'ont traversé, dira le patient. Et peut-être que les images du psychanalyste vont pouvoir l'aider à accompagner quelque chose qui est en train de se passer. Donc on va travailler sur l'accès symbolique avec le rêve éveillé, mais aussi sur la perception beaucoup plus fine et rapide et profonde de ce qui se passe grâce au préconscient plutôt qu'avec une réflexion trop concrète. Le travail métaphorique qui suit ces deux types d'accès aux représentations inconscientes présente de plus un avantage considérable, parce que ça diminue le risque d'une interprétation qui serait issue d'une recherche mentale, d'une pensée concrète. On tourne autour des images, on travaille métaphoriquement. Vous connaissez bien ça. Alors, bien sûr, le rêve éveillé permet un autre accès à la symbolisation, mais le travail préconscient qu'il suppose ne doit pas être freiné par des séances dans lesquelles les échanges reviendraient sur un registre trop mental conscient, intelligent, qui en fait freine l'accès à l'atemporel de l'inconscient. Bon, on y reviendra peut-être dans les questions que vous poserez. Le patient et l'analyste regardent ensemble les images symboles issues du rêve éveillé et tous les deux se situent en collaboration face à ce tiers symbolique. Et la rêverie du psychanalyste lui permet de sentir une richesse métaphorique supplémentaire, source de compréhension profonde de la personne. Et c'est seulement dans un second temps qu'il pourra éventuellement mettre cela en forme au niveau plus conscient.
Ah oui, c'est ce que ça voulait dire de la personne. Mais ce second temps est vraiment un second temps. Le premier temps indispensable, c'est justement d'être branché sur l'outil prioritaire qui est le préconscient, la langue démotique, qui va faire l'intermédiaire entre la langue de l'inconscient et la langue du conscient. Évidemment, en conclusion, je dirais que mon exposé ne recouvre pas les si nombreuses questions concernant le temps en psychanalyse, et non plus les réponses intéressantes que la psychanalyse amène à propos du temps. Le jeu de la bobine et le temps d'attente du retour de la mère, la découverte des limites inévitables lors de la phase dépressive, limites permettant l'accès à la réalité, y compris celle du temps, etc. En tout cas, aussi bien Einstein que Freud ont contribué à nous faire apercevoir un monde radicalement nouveau. Et je souhaitais ici faire toucher du doigt que l'aventure passionnante vers la découverte de qui nous sommes en profondeur passe par un canal qui peut sembler paradoxal. Au-delà de ces connaissances, généralement très fouillées et complexes, le ou la psychanalyste sait naviguer dans le flou, la rêverie, la passivité réceptive, l'incertitude sur ce qui va surgir, etc. Au début, cela peut être angoissant. Bion écrit en 1992, je cite, « L'angoisse chez l'analyste est le signe que l'analyste refuse de rêver le matériel du patient. » Mais ensuite, cette forme de chemin vers l'inconscient devient tout autre chose si on peut y aller, si on peut supporter de le faire. Puisque ce même Bion nous dit, en parlant de la mère et de son enfant, mais aussi bien finalement de l'analyste et de l'analysant, je cite, « Si je laisse de côté les voies proprement physiques de la communication, j'en arrive à penser que son amour s'exprime par la rêverie. Alors donc, rêvons et aimons. »